Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. C'est toujours agréable de pouvoir partager son travail avec d'autres personnes que nos interlocuteurs du quotidien. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on a inventé le toit ouvrant dans une voiture? Ou bien, pourquoi est-ce qu'on aime à ce point aller déjeuner à une terrasse au soleil? Pourquoi est-ce qu'on emmène nos enfants dans les parcs? Et enfin, pourquoi sommes-nous tous émus devant un coucher de soleil? Et paradoxalement, construire, c'est plutôt se protéger de la nature. Mais je pense que justement, l'architecture, ça consiste précisément à organiser notre rapport à la nature, non pas à essayer de s'en protéger et de s'isoler du monde, mais c'est de définir les conditions de notre relation aux éléments et du coup aussi à nos prochains, aux autres hommes. Le travail que nous menons à Agence, c'est d'essayer de trouver comment on va réussir à construire en restant malgré tout au plus proche des éléments. Il y a une autre idée que je voulais évoquer avant de vous présenter les projets, qui était l'idée de fait de concevoir un espace qui, je pense, est un acte politique au sens noble du terme, le politique étant les affaires de la cité. Ça veut dire que chacun de nos traits va avoir des conséquences sur le quotidien d'autres personnes que nous. À la différence des artistes qui, eux, nous proposent des choses, et puis on choisit de s'en saisir ou pas. Nous, les bâtiments que nous dessinons, que nous construisons, s'imposent au reste du monde. Et donc, on a cette responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on donne aux autres, comment on le fait. Le premier projet, qui se trouve à Paris dans le 12e arrondissement, petit projet de 22 logements qui était construit pour Paris Habitat, entre la place de la Nation et la place de la Bastille, sur l'ancien site de miroiterie royale, devenu ensuite caserne, jusqu'à être désaffecté et revendu à la ville de Paris. C'est Paris Habitat qui a pris le relais pour transformer cette caserne en 550 logements à peu près, sur l'ensemble du site, à la fois dans les bâtiments de la caserne, mais aussi avec quelques bâtiments neufs, dont le lot qui nous avait été confié, le lot B1, qui était le plus petit lot de la caserne. Les urbanistes, qui étaient l'agence H2O ou architecte coordonnateur, ont proposé de venir compléter ce dispositif historique en venant densifier avec quelques autres bâtiments, dont le lot B1 qui se trouvait à créer une nouvelle relation entre la rue de Chaligny et la grande place d'Armes transformée en parc. Je me souviens quand il y a eu la consultation, qui n'était pas tout à fait un concours, c'était juste une note d'intention. Sur le mur exactement en face de la parcelle, il y avait écrit « Je suis désespéré car je suis invisible ». C'était très proche de la problématique liée à ce projet-là, puisque le bâtiment prenait position dans cette nouvelle entrée. Et donc, on disait que dans la rue, la question de la visibilité ou de la lisibilité devenait un enjeu pour le devenir de ce site. Comment on pouvait signifier d'une certaine manière l'entrée dans ce nouveau site? On s'est dit qu'il fallait proposer un bâtiment qui, bien qu'il soit relativement modeste en taille, puisse à la fois avoir ce petit rôle de signal dans la rue, mais qui puisse aussi résister à la présence des autres bâtiments, que ce soit les bâtiments de logement sur la rue, mais aussi les bâtiments de la caserne. Et c'est pour ça qu'on a proposé d'avoir un bâtiment qui était construit en béton, et en béton teinté rouge, qui était une couleur forte, mais qui était déjà une couleur préexistante dans la rue. Une structure poteau dalle qui est lisible. On essaye de ne pas se retrouver dans l'artifice d'une façade ou d'une enveloppe, mais ce qui porte le bâtiment, ce qui le structure, c'est ce qui constitue son architecture. Et à chaque fois qu'on va des projets, on essaye toujours de développer des solutions qui correspondent ou qui jouent avec les spécificités du site. Et là, travailler dans Paris avec une surface de 16 mètres par 16 mètres, avec un bâtiment qui aurait 4 façades, c'est une situation qu'on n'a pas habituellement. Souvent, on est pris entre des mitoyens.
Et on essaie de mettre au point un plan par case, plutôt en essayant de travailler sur des pièces un peu neutres, en revoyant légèrement le programme qui nous avait été donné, où le séjour faisait 21 mètres carrés, la cuisine 9 mètres carrés, la grande chambre 12 mètres carrés. Et on s'est dit que peut-être voilà, l'addition de ces surfaces-là pouvait donner lieu à, à des pièces plutôt neutres, qui aient la même proportion et qu'on pourrait investir un petit peu de la manière comme on le souhaitait. Puis on n'a pas réussi en fait. C'est un travail que Sophie Delay a réussi avec son bâtiment à Dijon, où elle est sur une trame de 3,60 m. Et voilà, elle a cette espèce de systématique où toutes les pièces ont la même proportion. Et nous, on n'a pas réussi à le faire, mais ça nous a quand même emmené, et c'est ça aussi que j'apprécie dans le développement d'un projet, c'est que parfois on a une idée, mais elle nous emmène vers quelque chose qui n'est pas tout à fait l'intuition originelle, mais dans une solution intéressante malgré tout. Et là, ça nous a amené plutôt à réfléchir sur un plan en croix, avec un système de double circulation. Ouais, où est le plan? Sur un étage courant, on a 3 logements. À gauche, un T4. En bas, donc au sud, un petit logement T1 ou T2, suivant les étages. Et puis à l'est, un logement T3. Le tout s'organise autour d'une distribution verticale. Et par exemple, dans ce plan-là, on a ce dispositif où on entre par le centre du logement et puis on a un système de distribution directement depuis l'espace d'entrée qui permet ou bien de distribuer les pièces humides, une chambre ou une deuxième chambre, ou d'entrer dans le salon et indirectement dans la cuisine. On a aussi une autre circulation qui se trouve le long de la façade et qui permet d'avoir un enchaînement des différentes fonctions qui se prolonge ensuite avec une circulation d'une pièce à une autre sur les extrémités. Et donc ainsi d'avoir un double circuit possible, de passer d'une pièce à une autre avec un système de pièces commandées, mais qui a toujours deux issues. On n'est jamais contraint de passer par Enfin, pour arriver dans une pièce, on n'est jamais dépendant d'une seule autre pièce. La situation aussi de ce plan carré permet d'avoir, par exemple, des logements comme ça avec 3 triples orientations, et donc d'avoir des vues à la fois sur la rue de Chagny, sur la placette d'entrée, mais aussi à l'arrière en direction du parc de la caserne. Si on regarde comment ça se traduit en espace, vous avez ici une photo prise depuis la loggia, avec toute l'enfilade du salon, de l'espace de repas, et puis on devine la cuisine, et tout au fond une chambre. Et là, on a la vue inversée. On est dans la cuisine, on voit le séjour qui est plutôt en longueur, qui permet donc d'avoir 2 fonctions bien distinctes, celle du repas et celle du salon. Et puis ça vient se prolonger par la loggia qui elle-même s'ouvre sur la vue plein ouest. Voilà, et là on recule, on est dans une des chambres, on devine la cuisine tout de suite après, et enfin à nouveau le séjour. Et donc on se retrouve comme ça à avoir une traversée visuelle de 16 mètres dans l'enveloppe du bâtiment. Vous pouvez mesurer chez vous, c'est pas souvent qu'on a 16 mètres dans le regard. Et en plus, ça se prolonge par des vues sur l'extérieur. Donc, ça amène une relation à son environnement, que j'évoquais tout à l'heure, que je trouve extrêmement intéressante, tout en maintenant quand même une vraie intériorité à l'intérieur de chacune des pièces et à l'intérieur de l'ensemble du logement. Voilà, une photo aussi de la salle de bain. Si on revient sur le plan, voilà, on voit que les pièces d'eau ne sont pas en premier jour. Néanmoins, comme elles sont adossées à la cuisine, sur la salle d'eau, on a fait une imposte vitrée qui nous permet d'avoir de la lumière naturelle au quotidien. Quand vous entrez, vous lavez les mains dans la journée, vous n'avez pas besoin d'allumer la lumière électrique. Alors, ça ne nous permet pas de ventiler totalement, mais dans cette question du confort au quotidien, ça nous semble essentiel. C'est des dispositifs tout simples, qui étaient extrêmement utilisés dans les années 50-60, y compris dans les bâtiments du 19e, beaucoup. Et voilà, de les réintroduire, c'est peu onéreux, mais ça apporte énormément. Voilà une vue de la loggia qui a des stores qui sont situés ou le long de la baie vitrée, mais il y en a aussi un en limite extérieure qui permet voilà, de se protéger du soleil
tout en pouvant utiliser la loggia l'été. Et la loggia qui est un espace à la fois construit, mais extérieur. Et je pense que dans cette espèce de rapport aux éléments, c'est peut-être pour moi le plus bel espace de l'architecture. C'est que c'est un espace construit, dessiné, mais on est dehors. Et je trouve que c'est la plus belle sensation qu'on peut avoir. Voilà, et là, on a les vues depuis une des loggias qui donne des perspectives sur la profondeur de la rue. C'est aussi assez intéressant. Soit on a des vues qui sont souvent très frontales. Là, la situation nous permettait de retrouver des vues voilà, ou dans la longueur de la rue, ou bien plus axées sur le voisinage frontal qui était l'hôpital Saint-Antoine. Avoir de la lumière dans les espaces communs, avoir des attentions sur les matériaux, ça compte aussi. Donc là, à nouveau, on retrouve des impostes vitrées qui permettent d'éclairer en second jour les paliers. On a aussi l'escalier qui a un grand lanterneau en partie supérieure. C'est un escalier métallique ajouré qui permet de faire descendre la lumière le plus bas possible dans la cage d'escalier. Et on a un mur en pavé de verre, et une porte qui nous permettent voilà, d'amener de la lumière aussi sur les paliers. H2O n'avait pas édicté de règles pour mettre tout le monde au diapason. C'était plutôt des sortes de discussions autour de thèmes divers. Ça pouvait être les balcons, ça pouvait être les espaces extérieurs, les espaces communs, les gabarits. Et à un moment, ce qui était intéressant, c'est que dans les échanges entre les équipes, il y a une sorte de culture commune qui s'est construite, qui fait que finalement, chacun regardait le projet de l'autre. Et assez naturellement, il y a eu la volonté de trouver des sortes de répondants d'un bâtiment à un autre. Et là, il y a eu un travail qui avait été fait sur voilà, le niveau de la corniche supérieure du bâtiment de la caserne qui venait s'aligner sur la corniche intermédiaire qu'on voit ici, qui était formée par un double degré et qui résonnait aussi avec le bâtiment d'NP2F et Office juste en face. On a construit ce bâtiment avec cette structure en béton. C'est un béton teinté dans la masse, qui est une base de ciment gris, mais avec une forte teneur en pigment rouge. C'est contraignant en termes de mise en œuvre, puisque dès qu'on touche à la surface du béton, ben, soudain le gris du ciment ressort. Donc il faut que ce soit parfait dès le départ. Néanmoins, on est une entreprise qui a pris la mesure de ce type de chantier et avec qui on a réussi à bien travailler. C'était l'entreprise urbaine de travaux. Cet écho dans la rue où le bâtiment voilà, a une vraie présence, il fait écho voilà, au bâtiment de briques et il me semble voilà, qu'il vient s'intégrer comme ça dans l'univers de la rue, à la fois avec son identité mais aussi avec cette volonté d'une forme de continuité de l'univers urbain. Un deuxième projet qui se trouve à Versailles. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement, qui se trouve sur le plateau de Satory. Donc on n'est pas dans Versailles même. Ce quartier qui était des emprises militaires qui sont en partie libérées pour créer un nouveau quartier résidentiel. On est donc sur un des lots qui est le plus au sud du site, en bord de la lisière avec un boisement. Et surtout, il vient dans la continuité de 3 autres îlots dont les consultations ont déjà eu lieu avant nous et donc avec des projets qui sont déjà établis. Mes confrères sont passés là avant. Je vois Jacques Mossafir dans le fond de la salle qui est un des lots juste à côté. Et donc, eux-mêmes avaient déjà réfléchi au projet et ça nous a permis, nous, de venir nous positionner en fonction de ce qui avait déjà été réalisé. Donc, le lot sur lequel on travaille associe 3 agences. Là, il y a l'architecte Vincent Cornu qui a une première partie. Cette première partie est constituée de logements qu'on qualifie d'intermédiaires, c'est-à-dire qui montent uniquement à R+2. Nous, on a un lot qui mixe ces logements R+2 plus des logements à R+5, donc des logements collectifs plus classiques. Et puis, il y a un troisième lot plus autonome qui est réalisé par l'atelier de la Lande Tabourin. Je vais vous présenter plus spécifiquement le travail qui a été mené sur ces logements intermédiaires qu'on a qualifiés de maisonnés, avec cette idée voilà, qu'on pouvait, à l'image de ces grosses maisons versaillaises qui ont été recoupées en appartements,
on pouvait proposer ici un mode de vie qui se rapproche de celui qu'on peut avoir dans le centre de Versailles, avec des petites unités où on connaît son voisin, où la cage d'escalier est un lieu de discussion. Et c'était aussi intéressant de réfléchir à la spécificité de ces logements intermédiaires qui sont donc pas desservis par des ascenseurs, mais uniquement par des escaliers. Et donc, ça nous permettait de revoir un petit peu certaines conditions du logement, notamment sur les règles d'accessibilité qui nous imposent un certain nombre de dispositifs. Là, le fait d'avoir des étages qui n'étaient pas accessibles permettait de revoir un certain nombre de ces conditions. C'est un projet en promotion privée. Donc vous imaginez que la question de l'économie du projet, elle est scrutée de près. Et donc, quand on doit construire avec des matériaux tels que la pierre ou la brique, que c'est imposé par la ville, il y a un moment où il faut savoir comment on tient l'équilibre de tout ça. Et donc, ça nous forçait à avoir une approche assez rationnelle de la construction, mais aussi de la conception, en réfléchissant à la question de la profondeur des bâtiments. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être une corrélation assez intéressante à développer entre cette question d'exploiter la profondeur du bâtiment et donc du logement, et la question aussi des typologies classiques des logements avec des pièces en enfilade. Et enfin, de se dire voilà, comment c'est réalisable, ou quelles sont les conditions pour que ce soit réalisable. Et donc on s'est dit que pour exploiter la profondeur, il fallait de la hauteur. Donc là, on a un rez-de-chaussée qui est une belle hauteur sous plafond, à 3,20 m, un premier étage où on a un jeu de sur-hauteur dans les salons qui nous permettent au sud d'aller chercher la lumière et de la faire entrer au plus profond dans les logements. À l'arrière, on reste à 2,60 m. Et puis au deuxième étage, on a la contrainte de ce demi-niveau qui arrive, donc on retrouve quelques marches pour accéder au séjour, qui lui aussi retrouve 3,20 m de hauteur, et donc permet d'aller chercher la lumière au plus profond dans le logement. Et en parallèle, on a développé une trame assez fine de 3,80 m, donc d'anthrax, donc plutôt 3,60 m intérieur. On a développé un plan avec la cuisine au nord, une sorte d'espace de dégagement qui fait cellier, distribution, une salle à manger, avec cette idée que voilà, les espaces pouvaient avoir des fonctions très définies, de manière un peu classique, un salon et une loggia. Et tout ça voilà, permet de composer un appartement avec voilà, une autre aile qui distribue à nouveau 2 chambres et une salle d'eau. C'était une situation finalement assez atypique comme type de composition, de typologie, qui était le résultat à la fois de cette idée d'une référence versaillaise, mais aussi de jouer avec cette spécificité de logement intermédiaire. Ça nous permet d'avoir des volumes atypiques. On voit ce jeu de demi-niveau et cette idée aussi des pièces en enfilade. On n'est pas tout à fait dans le continuum spatial moderne. Il y a un jeu plutôt des enfilades qui est assumé avec des écoinçons, des retombées de linteaux qui distinguent chacun des espaces. Voilà. Et après, on reste quand même dans un système traversant qui nous permet, qui est nord-sud, donc d'avoir des ventilations naturelles, d'avoir de la lumière naturelle dans un maximum de pièces, notamment dans les salles de bain, et aussi dans la distribution, d'avoir une cage d'escalier qui se retrouve en façade. On joue aussi avec ces codes sur l'escalier de la maison, qui est un escalier en bois. C'est aussi une des vertus de la nouvelle réglementation environnementale, où la question du carbone nous permet de retrouver ou des matériaux biosourcés ou géosourcés peu carbonés comme la pierre et le bois. On arrive à éclairer naturellement les cages d'escalier et on arrive aussi voilà, à les ventiler avec un système d'impostes qui vont pouvoir s'ouvrir entre les logements et la cage d'escalier, avec ce système que j'appelle à la niçoise, où l'été, voilà, on peut ouvrir l'oculus de la cage d'escalier et on ouvre les impostes et l'air circule avec cet effet de convection par la cage d'escalier. Voilà, et puis on a l'autre bâtiment, qui est un bâtiment collectif, qui est organisé autour d'un patio.
Pour le coup, on s'est intéressé de voir comment avaient travaillé nos confrères, quelles étaient les propositions qu'ils avaient réalisées. Alors peut-être qu'elles ont un peu bougé depuis ces premières images de concours, mais voilà, il y avait déjà une écriture qui était donnée en termes de façade, mais aussi en termes de composition des volumes, avec un porche d'entrée au centre qui s'ouvre sur le jardin, qui est dans l'axe de l'îlot. Voilà, par plus ou moins marqué, une composition tripartite avec 2 éléments latéraux et un élément central. Travailler avec la pierre, on trouvait intéressant de pouvoir l'exprimer aussi dans l'architecture, et donc cet effet de pilastre qu'on retrouve dans des bâtiments classiques, voilà, on l'a repris avec ces éléments verticaux, voilà, qui sont des sortes de piliers qui viennent scander la façade. Et ensuite, on a des linteaux en béton préfabriqués qui viennent créer les ouvertures et la répartition des niveaux. En plan, on a essayé de décliner le thème qui avait été évoqué dans les maisonnées. Bon, rapidement, on retrouve à nouveau des circulations éclairées naturellement. On a une composition autour du patio avec 4 logements qui s'ouvrent sur des loggias qui elles-mêmes sont traversantes et sont à la fois sur le patio et à la fois sur les extérieurs. Mais on a cherché aussi à retrouver ce principe de l'enfilade et de l'enchaînement des espaces, qu'on peut le voir ici, avec un espace d'entrée, un espace de salle à manger qui dessert une cuisine spécifique, un salon et cette grande loggia qui est une forme de salon d'été. On est dans des dispositifs à multiples orientations, ce qui nous permet de retrouver des vues, de la lumière et de la ventilation. Donc voilà, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement. J'espère qu'on pourra pousser jusqu'au bout ce travail de typologie, puisque je pense que nulle part ailleurs que sur ce quartier-là, on aura possibilité de le développer de cette manière-là. Je vais vous présenter un projet qu'on vient de livrer dans le 12e arrondissement, donc un peu plus loin que la caserne de Reuilly. Ça se trouve rue Mousset-Robert, entre la place de la Nation et le boulevard périphérique, le long de l'avenue Netter. C'est une petite perpendiculaire à l'avenue Netter. Et on est dans une parcelle assez allongée, qui est l'addition de plusieurs parcelles où il y avait des maisons de ville. Voilà une photo de l'existant. Donc on voit à gauche cette succession de maisons, les unes accolées aux autres. À l'époque, voilà, il avait été décidé c'est des bâtiments insalubres, donc qui avaient été rachetés par la ville de Paris, et c'est la RIVP qui a eu la charge de reconstruire la parcelle, qui a lancé une consultation en demandant de construire une vingtaine de logements. Et donc, s'est posé la question de comment réaliser ces logements à l'emplacement d'une série de maisons existantes. Quand on travaille dans Paris, on se pose toujours la question de quelle est la part de continuité qu'on va proposer dans notre projet et quelle est la part de transformation. Ici, le parcellaire était très fort, il donnait une certaine identité à la rue. Et bien que le programme soit différent, là on était dans des logements collectifs, on trouve intéressant d'essayer de pouvoir témoigner de cette histoire passée. Et c'est ce qui nous a guidés dans la composition et l'organisation du bâtiment. On avait aussi une contrainte, c'est que c'est une parcelle plutôt longue et étroite, qui était orientée nord-sud. Enfin, la rue, on est plein sud, et à l'arrière, on était plein nord, donc une limite mitoyenne plein nord, avec une profondeur d'un peu plus de 10 mètres. Ce qui est extrêmement contraignant, puisque pour des questions de règlement d'urbanisme, pour avoir des vues principales pour une pièce, on doit avoir un minimum de recul de 6 mètres. Et donc, si on voulait avoir des vues principales à l'arrière, il fallait que le bâtiment soit en recul de 6 mètres. Quand vous avez une dizaine de mètres de profondeur, si vous enlevez 6 mètres, votre bâtiment ne fait plus que 4 mètres de large. Donc, évidemment, c'était compliqué. On n'arrivait pas à mettre toutes les pièces principales côté sud. On avait forcément à l'arrière côté nord. Et donc, il a fallu trouver un dispositif. Et donc, la proposition qui a été faite, c'était, quand on était dans un espace très exigu, de travailler plutôt sur une sorte de cour en longueur, qui vienne chercher un maximum de volume pour capter la lumière, parce que malgré tout,
Cette cour, si elle est au nord du bâtiment, elle capte l'est et l'ouest du début du mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre. On a vraiment le soleil qui se lève très fortement à l'est et qui se couche à l'ouest et qui rentre jusqu'au creux de la parcelle. Et puis, malgré tout, il y a aussi un effet de réverbération quand on est plein sud, que le soleil est haut, eh bien, il vient taper le mur du fond et ça renvoie la lumière. Et donc, si l'espace de cour était suffisamment vaste, on arrivait à capter un maximum de lumière, bien qu'on soit en orientation nord. Et on voit, on avait le bâtiment qui était mitoyen. C'est un ancien entrepôt de la RATP qui était transformé en équipement sportif. Voilà, et voilà un plan de rez-de-chaussée. On a donc 3 cages d'escalier, 2 locaux d'activité. On a un logement tout à fait à gauche, à rez-de-chaussée, et puis cette cour-jardin à l'arrière. Et cette forme un peu particulière, plissée, en fait, elle est la résultante de ce jeu de gabarit où on s'est dit, bah, pour pouvoir, un peu comme à la caserne de Reuilly, on avait ces oriels qui venaient chercher des vues diagonales. Eh bien, ces plis de façade vont nous permettre de retrouver des vues biaises et de retrouver la distance des 6 mètres. Voilà, on doit, au droit de chaque fenêtre, avoir un espace vide de 4 mètres de largeur par 6 mètres de profondeur. Et donc, voilà, on a réussi à jouer avec cette règle-là, qu'on double aussi d'une deuxième fenêtre dans certaines chambres. Donc, la vue principale et cette vue diagonale, mais on a quand même aussi une vue secondaire qui ne rentre pas dans le champ de cette réglementation. Cette forme n'est pas seulement, n'est pas que la fantaisie de l'architecte, elle est aussi cette contrainte réglementaire qui nous amène au projet. On a donc développé des typologies traversantes, peut-être plus classiques que ce qu'on trouve dans le projet de Versailles, par exemple. À droite, vous avez un peu la typologie générale, où on entre au centre du logement, dans un espace qui est traversant avec un grand séjour qui peut faire salon et salle à manger parce qu'il a une proportion plutôt longue, ce qui marche moins bien dans les formats carrés. Un dégagement et une cuisine avec un grand effet traversant. Et puis ensuite, on a un dégagement qui permet de servir 2 chambres aux extrémités et des pièces humides au centre. De l'autre côté, le logement T5 est un logement un peu atypique, voilà, avec un système aussi de circulation qui s'enroule, qui permet de desservir voilà, de multiples orientations. Comme on était au dernier étage, bon, ça nous permettait aussi de retrouver multiples espaces extérieurs, ce qui n'était pas une volonté, parce que je ne suis pas sûr qu'on utilise vraiment toujours 3 terrasses, mais voilà, dans la structuration du bâtiment, ça le permettait, donc c'est toujours un plus qu'on peut donner. Voilà, et donc le bâtiment tel qu'il était réfléchi propose une séquence de volumes avec ces échancrures qu'on devine réalisées grâce à des loggias qui permettent de retrouver ce rythme qu'on avait avec les maisons initialement. Et donc à la fois d'avoir des creux dans la longueur, mais aussi d'avoir une ligne de ciel qui est assez variée, avec un corps de bâtiment qui monte à R+4 et qui déroge un peu au PLU grâce à la loi Allure, parce qu'on vient s'accoler à une héberge qui est plus haute que ce que permet le règlement. Et ensuite, avec des jeux à nouveau de surhauteur dans les salons de certains logements, et qui nous permettent comme ça d'avoir une ligne qui n'est pas une acrotère continue, mais de jouer voilà, avec cette petite musique tout au long de la rue. Le résultat, quand on est dans la rue, l'œil du piéton, sans être dans la reproduction du modèle des maisons, nous permet quand même d'avoir une forme de rythme, tout en maintenant une unité de matière. On travaille beaucoup sur cette notion aussi à Jean, de savoir comment on arrive à toujours garder l'unité d'un bâtiment, quand bien même sa forme n'est pas toujours un volume qui est lui une forme pure. Cette unité, elle est liée notamment à la matière. On travaille ici avec un béton blanc qui a été bouchardé. Le dessin de la façade, il pioche dans les codes parisiens.
à la fois avec cette teinte claire qui renvoie aux enduits des bâtiments faubouriens qu'on a aux alentours. On est dans une fenêtre verticale avec des persiennes. On a des portes d'entrée voilà, qui sont aussi très verticales, avec, vous verrez, des halls d'entrée plutôt en couloir. On a voilà, des menuiseries de portes d'entrée qui sont en métal noir, qui renvoient aux immeubles post-haussmanniens. Donc voilà, on vient comme ça faire des petits échos. On a une petite anecdote sur ce chantier, c'est quand vous travaillez avec du béton blanc, donc c'est ciment blanc, agrégat blanc. Quand vous coffrez le béton, vous avez le sujet de mettre à distance les fers intérieurs de la surface. Une question réglementaire, voilà, il faut que le fer soit écarté de 3 cm pour éviter la carbonatation et la corrosion des fers. Donc on utilise des petits écarteurs, des petites rosaces, souvent en plastique gris. Et le problème, c'est quand on l'utilise dans du béton blanc, parfois on voit la petite pointe de la rosace qui affleure en surface. Donc évidemment, ça nous pose des questions. Le chef de chantier, un jour, il voit sa femme faire des petits fours le samedi à la maison. Et il la voit travailler avec ces moules en silicone, notamment un moule avec cette forme de cœur. Et il s'est dit, ah ben, en fait, c'est exactement ça qu'il me faut. Je vais prendre je vais couler du béton, du ciment blanc dedans, et je vais faire des cales moi-même. On va utiliser la partie incurvée du cœur pour venir se coller contre le fer à béton. Et puis la pointe viendra faire l'écarteur pour toucher la banche et donc créer la mise à distance. Et donc il a mis un petit lien en métal qui permet de positionner cette cale sur le fer à béton. À chaque toupie de béton blanc qui arrivait, il récoltait une partie de la laitance des fines pour faire leurs petits moules. Et ils ont coulé des milliers de petits cœurs blancs. Donc on se dit qu'ils ont fait ce bâtiment avec amour. Moi, j'apprécie pas tellement de travailler dans le conflit. Et on a la chance, alors parfois ça arrive, mais on a la chance aussi d'avoir des entreprises qui comprennent les enjeux, qui se prennent au jeu. Et quand on a un chef de chantier qui vient avec ce type de solution, on se dit qu'on travaille tous dans la même direction. Et c'est une très grande satisfaction de sentir qu'on fait équipe. C'est pas pour nous, ça nous fait très plaisir de faire un bon bâtiment, mais à la fin, c'est pas le nôtre, quoi. On va le donner. Et l'entreprise, elle est aussi dans ce même esprit-là. Ça fait partie des grandes joies qu'on peut avoir en tant qu'architecte, qui permettent de dépasser un quotidien qui est parfois assez pesant. Vous êtes sur la rue, sur la cour arrière, avec cette fameuse façade plissée qui est lisse, qui est extrêmement bien réalisée. On est aussi dans cette espèce d'effet parisien, un traitement particulier pour la façade sur rue, un traitement différent pour la façade sur cour. Voilà une vue dans l'autre sens. Et on voit en bas, il y a un filet, parce qu'on a les locaux du rez-de-chaussée sont des locaux pour des équipements de petite enfance, crèches et maisons des assistantes maternelles. Donc il faut protéger les espaces extérieurs. Quelques vues des parties communes. À nouveau, dans ces jeux de code, on retrouve voilà, à l'entrée un tapis, comme un tapis de terrazzo, qui est ici réalisé avec un grès cérame, mais c'est un grès cérame avec des inclusions dans la masse. On a voilà, des menuiseries ou en métal pour la porte d'entrée, ou en bois à l'intérieur. On retrouve un escalier qui n'est pas encloisonné, puisque certaines parties sont sans ascenseur, à nouveau en deuxième famille. Et donc on avait proposé pareil comme les escaliers parisiens, d'être avec un escalier en bois. Bon, une petite réalité économique a fait qu'à la négociation, l'escalier en bois est devenu escalier en béton habillé de bois. Mais malgré tout, voilà, on reste dans des codes qu'on reconnaît. La serrurerie est posée à l'anglaise, sur le limon. Tous les éléments, vous ne verrez pas une platine. Voilà, tous les éléments sont scellés directement dans la maçonnerie. Voilà, ici, on arrive un peu dans une des parties supérieures d'un des escaliers, voilà, où ce jeu de dessin de la serrurerie accompagne à la fois l'escalier, mais aussi un accès en toiture en deuxième niveau. On voit aussi le palier avec non pas un tapis de moquette, mais un tapis qui est formé par un sol souple, qui est un sol PVC, entouré d'un cadre de bois. Alors ici, on travaille avec la RIVP. C'est quand même un bailleur social, et c'est les volontés de la ville de Paris
d'investir dans leur patrimoine et de donner des moyens qui sont quand même très au-delà de la majorité des projets de logement sur lesquels on peut travailler en France. Donc voilà, nous, architectes parisiens, travaillant avec les bailleurs sociaux parisiens, c'est une grande chance de pouvoir aller aussi loin dans le travail de détail, parce que c'est des moyens qu'on n'a pas ailleurs. Voilà une vue d'un des logements au dernier niveau, où on voit ces jeux de surhauteur dans les salons qui nous permettent à la fois d'amener de la qualité à l'intérieur, mais aussi de jouer sur ces gabarits à l'extérieur et dans la rue. Oups. Voilà une autre vue en contre-champ. Voilà, et pour terminer, j'ai repris cette photo de Willy Ronis, le nu provençal, parce que ouais, pour moi, il est un peu l'idéal d'un espace. On est vraiment dans la pure frugalité. Voilà, la photo, elle date de 1949. C'est sa femme qui est en train de faire sa toilette le matin dans leur maison de Gordes. On n'a même pas de fenêtre, en fait. C'est juste un volet qui vient fermer. C'est voilà, des éléments très simples. Il y a un broc d'eau là sur le côté. Il y a juste la lumière qui rentre et une femme, ça pourrait être un homme, mais voilà, qui sont là. Et je pense que moi, c'est une sorte d'idéal après lequel je cours dans tous les projets. Comment on arriverait à arriver à ce minimum-là? Merci.